Donc on nous demande de traiter de l'état de l'Europe ce matin. Autrement dit, c'est plutôt la table ronde du désespoir, mais vous aurez après la table ronde de l'espoir avec les propositions pour l'avenir. Et il est vrai, et je m'en excuse par avance, que le tableau, je pense que mes voisins acquiesceront, est assez sombre pour l'instant sur l'Europe. Je vais directement à ma conclusion, et là je vous rassure, il y aura quelque chose avant ma conclusion, c'est que de toute façon, moi je suis très pro-européen, tout à fait bien sûr pour les élections, et quelles que soient les raisons de désespérer, je ne renonce pas, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que d'aller vers une transformation de l'Europe. Voilà, donc, alors, par quel bout prendre le problème? Il y a différents angles, et du coup je me suis dit que j'allais peut-être traiter plutôt la question géopolitique, géostratégique, de défense. À mes côtés, il y a des amis qui sont sans doute plus compétents que moi pour traiter la question sociale. J'ajoute tout de suite que je pense que la question sociale et la question environnementale est centrale. C'est même l'essentiel. C'est même l'essentiel. Sans quoi d'ailleurs, même les prises de position géostratégiques sont, si j'ose dire, viciées par ce péché originel de la concurrence et de la zone de libre-échange. J'en viens donc à la question géostratégique internationale, je dirais, et je ne peux pas, ceux qui me lisent n'en sont pas étonnés, je ne peux pas ne pas parler d'emblée de la fracture qui aujourd'hui coupe le monde en deux, je ne sais pas, en tout cas morcelle le monde, une fracture qu'on a coutume de tracer entre le monde occidental, je ne sais pas s'il faut mettre des guillemets, parce que le monde occidental c'est le Japon, c'est l'Australie, bon, aussi, et ce qu'on appelle le sud global. Toutes ces formules sont évidemment à mettre entre guillemets. Mais en tout cas, la fracture existe, elle est profonde, et l'affaire de Gaza n'a fait non seulement que la creuser de façon absolument gravissime, mais aussi de ruiner, disons, le discours occidental, à laquelle, en partie, moi, j'acquiesce, hein, c'est-à-dire, effectivement, le soutien à l'Ukraine, qui s'est fait au nom de vertus démocratiques, du droit de l'homme, etc., etc. Et donc, on voit que ces principes sont plus que la géométrie variable, et c'est ça qui est terrible, et c'est en ça que la fracture se dessine, c'est qu'on a décrédibilisé complètement, et on décrédibilise tous les jours, avec ce qui se passe à Gaza et le soutien apporté par les pays occidentaux. La France n'est pas la dernière, sous la forme de la répression des étudiants, etc. C'est effectivement, on décrédibilise les principes qui ont pu faire illusion en Ukraine. Alors, il y a évidemment plusieurs raisons à cela. La première raison, évidemment, j'ai écouté ou lu exactement le discours de Macron à la Sorbonne, qui parle de souveraineté européenne. Bon, pourquoi pas, on peut aussi être d'accord avec ce principe, mais quand on voit ce qui se passe, y compris de la part de Macron lui-même d'ailleurs, on voit à quel point, disons, l'Europe est divisée, déchirée. D'abord, elle s'est abîmée, disons, dans cette fracture dont je parlais, puisqu'elle a choisi son camp. C'est pas nouveau, mais là, c'est illustré de façon particulièrement tragique avec Gaza. Mais il n'y a pas que ça. Il y a, disons, dès l'origine, bien entendu, de l'Europe, la France a été placée, disons, sous le parapluie américain, l'OTAN, et ça pèse toujours très lourdement sur notre vision du monde et notre action dans le monde. Hein. J'aime bien une formule de Boniface, parce que Boniface, je crois, il dit que, comme toutes les addictions, l'addiction à l'OTAN et à la soumission aux États-Unis, la première dose était gratuite. En effet, la question de la soumission, disons, à l'OTAN et aux États-Unis, elle pèse toujours, bien entendu, et également le péché original, c'est évidemment ce que je disais au début, c'est-à-dire la zone de libre-échange, l'Europe conçue comme une zone de libre-échange.
et le chacun pour soi. Et ce chacun pour soi, on le voit très bien quand, par exemple, Scholz va en Chine avec le patron de Siemens, le patron de Volkswagen, quand Macron laisse Total prospérer en Russie et faire des super profits sans les taxer, des super profits. Donc tout ça, on voit bien que c'est un discours qui, quels que soient les grands principes évoqués par Macron, se brise sur cette réalité du chacun pour soi, et c'est la réalité de l'Europe libérale aujourd'hui que celle-ci. Donc on ne peut pas oublier, disons, ce péché originel qui se retrouve également, disons, dans la façon dont la France se positionne sur tous les problèmes du monde, et en particulier donc la concurrence entre les pays à l'intérieur même de l'Europe. C'est évidemment une question gravissime, c'est-à-dire que l'Europe n'a même pas pu éviter, j'ai plus d'une minute pour terminer ma phrase, sans ponctuation, n'a même pas pu éviter, disons, la concurrence interne. Je parlais de la Chine et de la façon dont Scholz était allé vendre les industries allemandes en Chine contre les autres Européens. Et évidemment, on pense à l'inégalité totale sociale entre les pays européens et les délocalisations, bien entendu, qui sont le nœud du problème et qui font que l'Europe aujourd'hui est assez désespérante. Il y a eu le contre-exemple du Covid, il faut le dire, parce que s'il y a un point positif, c'est la mise en commun en effet de la dette sur la question du Covid, mais on voit bien que c'est très exceptionnel, très conjoncturel, et que ça n'a pas eu de suite sur une restructuration quelconque de l'Union européenne. Dans la conclusion, je me retrouverai dans celle qu'a émis immédiatement Denis Siffer, c'est-à-dire que je pense que la solution est évidemment dans l'Europe elle-même et dans la transformation de l'Europe et dans la démocratisation de l'Europe, parce que si j'entends qu'on peut pas dissocier les questions sociales, environnementales de celles de démocratie, pardon, je pense que la question démocratique est première quand même, et qu'elle est en France comme en Europe dans l'articulation des combats, quelque chose qu'on doit prioriser, et notamment quand on vient de la gauche radicale et que très souvent on a traité l'Europe comme une question de bloc qui était un petit peu pour, contre, sans jamais se dire que c'était avant tout un terrain de l'affrontement des rapports de force. Alors très rapidement, moi je voudrais aborder le débat à partir de ce que je vois immédiatement. Moi j'ai quitté, je vous l'ai dit, le Parlement européen en 2019. J'ai participé à un débat en 2023, en septembre, à la Fête de l'Humanité, où étaient notamment présents David Corman et Erwan Lecoeur, et j'ai noté vraiment deux changements fondamentaux. Le premier, vous l'avez dit, c'est la droitisation du Parlement européen, avec le risque, hein, si on regarde les sondages, mais pas que, de se retrouver dans une situation inédite au sens négatif du terme après les élections, à savoir qu'on puisse se retrouver avec la constitution d'une coalition à majorité de droite au Parlement européen, ce qui voudrait dire qu'on ne soit même pas dans l'alternance telle qu'on l'a vécue ces dernières décennies. Au-delà de l'aspect électoral, ça veut dire des conséquences sur les politiques eux-mêmes ossifiées au Parlement européen. J'en citerai trois, qui sont quand même connues de tous, mais qui sont extrêmement importantes. C'est d'abord tout le pan écologique, et je crois que dans ce qui vient de se discuter sur la PAC, avec le mouvement des agriculteurs et avec le recul sur la question des pesticides notamment, on a vu ce qu'on pouvait entrevoir de manière beaucoup plus large si une telle coalition arrivait. Et de la même manière, j'épiloguerai pas sur l'immigration parce que je sais que Marie-Christine est dans le débat et qu'elle connaît mieux que tous ces débats-là. Et enfin, la question internationale que vient de citer Denis, mais avec le fait que là encore, on pourrait se retrouver avec une Union européenne qui soit déplacée, y compris dans le soutien par rapport aux politiques de Poutine, ou encore avec ce qui se préfigure aux États-Unis d'un éventuel retour de Donald Trump. Donc c'est la première question, mais je crois qu'il faut qu'on la prenne vraiment de manière très consciente parce que le débat est politique, il faut qu'on se le pose politiquement. La deuxième chose, c'était une remarque dans le même débat d'Erwan Lecoeur, qui développait l'idée que tout ce qui concourt à l'immobilisme,
tout ce qui concourt à l'alimentation de la nostalgie ou du passé, ou encore à un discours européen qui sera un discours de colère, mais sans solution, sans perspective alternative, y compris partagée. Ça me mènera tout à l'heure à parler de la gauche, mais là je parle du fond, amène inévitablement à alimenter le creuset de l'extrême droite. Et donc, je crois vraiment que cette question d'appréhender le terrain européen, non plus seulement en termes de critique, mais en termes de critique adossée à des solutions, est quelque chose qui doit être concomitant à toute intervention de la gauche. Donc, troisième point, je pense que dans ce cas-là, il faut prendre la crise de l'Union européenne, et qui est une crise qui se poursuit. Denis vient de parler du volet international. Je crois qu'on doit quand même voir qu'il y a eu une ossification depuis les fonds baptismaux, tu l'as dit, même s'il y a toujours des contradictions sur les fonds baptismaux. Moi, je retiens aussi des gens comme Spinelli, qui étaient des Italiens et qui amenaient dans leur bagage une vision d'après-guerre qui était celle d'une Europe ouverte. Mais je ferme la parenthèse, c'était des communistes italiens, malheureusement pour moi, mais qui pouvaient concourir d'une certaine manière à ce que nous, on porte aujourd'hui. Et donc, je crois qu'il faut quand même être très conscient de cette ossification qui a été faite au fil des traités, de Maastricht, pacte de stabilité, zone euro, traité constitutionnel européen qu'on n'a pas ratifié, mais derrière le traité de Lisbonne, et enfin toutes les questions aujourd'hui de la manière dont dont l'Europe travaille la dette, avec une hausse des taux qui vont jusqu'à 4% et qui sont directement liés à ce qu'on peut vivre dans les politiques publiques en France. Tout cela doit nous amener à proposer une alternative de dépassement de ces traités. Je laisse évidemment à Pierre Calfa et aux autres le soin de le développer, mais je trouve que ça reste fondamental, avec le fait qu'il faudrait là encore qu'on se regarde les choses du point de vue du vécu. Moi, à un moment, pendant la période de Covid, quand le quoi qu'il en coûte français a trouvé un prolongement en Europe, avec la dérogation à la sacro-sainte règle des 3% de déficit public, j'ai entrevu là peut-être mieux. Le problème, c'est qu'en Europe, comme en France, aujourd'hui, eh bien, ce qu'on accorde en termes de souplesse, on essaie ensuite de le récupérer au profit d'une politique économique et sociale qui se libéralise encore plus, et au profit donc du néolibéralisme. Mais je trouve que ça permet de voir des marges de manœuvre dans lesquelles on peut s'immiscer. Et je voulais de le donner là, mais encore, je pense que cette réorientation de l'Europe, ce dépassement des logiques capitalistes, ne peuvent pas être découplés, je l'ai dit tout à l'heure, de toutes les questions sociales, écologiques et surtout de la remise à place des institutions européennes, avec évidemment une démocratisation des institutions, mais qui s'articule avec la place des États, mais également des peuples dans tout processus de construction européenne. Je vais juste très rapidement dire 2 points parce que je sens que je suis longue. 2 points. Les 2 derniers points que je voulais dire, c'est que crise européenne, crise française, et je pense qu'il faut regarder qu'on est bien dans cette situation depuis 2009 où l'Europe pèse sur la France, mais où on a un gouvernement français, singulièrement Emmanuel Macron, qui pèse sur la construction européenne et qui parfois sont même les gratteurs dans le sens du poil de plus de libéralisme. Et regardez bien le travail qu'a fait par exemple Leila Chaibi sur les plateformes des travailleurs ubérisés, et le fait qu'elle a été entravée dans son effort par le gouvernement français. Idem sur les questions du logement. On voit aujourd'hui des plateformes du sans-abrisme au niveau européen, alors que chez nous, on vit casse-barriant et la régression avec la répression des locataires et toutes les politiques d'expulsion. Je suis obligée de m'arrêter. Ouais, toute dernière chose, j'arrête là, je m'arrête là. Ça appelle à reconfigurer la gauche, mais j'en parlerai après, ou je n'en parlerai pas, mais je laisserai le loisir à tous de dire qu'on ne peut pas en rester avec la division, ni au plan électoral, ni surtout au plan du projet politique
parce que ça serait se condamner à l'extrême droite et à la régression totale. J'en ai fini. Maintenant, sur le fond, si on veut voir où en est l'Union européenne, il faut voir d'où elle vient et les contradictions auxquelles elle s'affronte. Et je vois 4 contradictions qui ne sont pas résolues aujourd'hui. La première contradiction, c'est entre son poids économique mondial et son inexistence géopolitique. La construction européenne s'est faite sur des questions économiques à travers le droit à la concurrence, la prédominance du marché, et dans une situation où des divergences très importantes entre les États sur les politiques internationales n'ont jamais été résolues, et de fait, l'Union européenne, d'un point de vue géostratégique, s'est alignée plus ou moins, suivant les périodes, mais quand même sur les États-Unis. Deuxième contradiction, c'est entre la volonté affichée de mener des politiques publiques communes et un élargissement sans fin de l'Union européenne qui accroît élargissement après élargissement son hétérogénéité et qui sent qu'il y ait la moindre volonté de faire en sorte qu'il y ait des convergences sociales qui soient mises en place. Et en fait, on a une Union européenne construite sur le dumping social et le dumping fiscal. Et c'est cette contradiction, qui est une contradiction tout à fait fondamentale, qui est au cœur, à mon avis, des problèmes que rencontre aujourd'hui l'Union européenne. Troisième contradiction, c'est la contradiction entre la volonté de s'affirmer comme une grande puissance économique et les politiques néolibérales elles-mêmes, que ce soit sur le plan budgétaire ou sur les questions de politique industrielle. J'ai pas le temps de développer tout ça, mais j'essaierai d'y revenir tout à l'heure. Mais enfin, on voit bien que là, il y a un problème tout à fait majeur, qui entraîne qu'il y ait aujourd'hui un décrochage de l'Union européenne, que ce soit par rapport à la Chine ou que ce soit par rapport aux États-Unis, notamment en termes de productivité, de capacité d'innovation sur les nouveaux produits, etc., etc. Quatrième contradiction, c'est la contradiction entre les valeurs affichées par les traités, qui sont des valeurs démocratiques, et les dispositions de ces derniers traités, qui en fait sortent du débat démocratique tout ce qui renvoie aux politiques économiques et sociales qui sont sorties du débat citoyen des valeurs et des décisions démocratiques. Avec là, depuis maintenant plusieurs années, la mise en place de ce qu'on peut appeler un fédéralisme autoritaire, avec des mesures de coercition dans la Grèce. L'exemple le plus emblématique, c'est ce qui s'est passé en Grèce au moment de Syriza. Avec derrière une absence de procédure de contrôle et de contre-pouvoir au niveau des institutions européennes elles-mêmes. C'est l'affaire du Qatargate, c'est les divers scandales autour des commissaires européens. Et enfin, c'est une remise en cause de l'état de droit dans de nombreux pays européens, et d'ailleurs y compris même en France, et avec la montée de l'extrême gauche, de l'extrême droite, hélas, je prends mes désirs pour des réalités, voilà, qui a été évoquée. Aucune de ces contradictions n'a été résolue aujourd'hui, et pire même, on assiste globalement, même s'il faut peut-être mettre des bémols à ce que je vais dire, mais globalement à un retour du dogmatisme budgétaire et monétaire. Le pacte de stabilité, les critères dits de Maastricht avaient été mis de côté et suspendus par la Commission au moment de la crise du Covid. Il y avait un projet de réforme de la Commission du pacte de stabilité qui n'était pas terrible, c'est le moins qu'on puisse dire, mais en fait il a été totalement démoli en fait dans les négociations avec les États pour aboutir maintenant à une pseudo-réforme qui en fait aggrave la situation antérieure de fait. La politique de la BCE qui avait inondé les marchés financiers de liquidités avec des taux d'intérêt extrêmement bas, a été remise en cause
théoriquement à cause de l'inflation. On voit bien qu'aujourd'hui, cette politique monétaire n'est pas du tout au service de projets de transformation écologique et sociale. Bon, et donc, il y a là aussi un retour en arrière très important. Bon, donc, on se trouve dans une situation qui est une situation assez inquiétante du point de vue de l'avenir de l'Union européenne. Alors, il y a quelques bémols à ça. Il y a une prise de conscience visiblement des institutions européennes sur la nécessité de mener une politique industrielle, mais sans s'en donner réellement les moyens. Quand on compare avec ce qui se fait aux États-Unis, il n'y a pas photo. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que nous avons besoin d'une stratégie de transformation de l'Union européenne, parce qu'il y a évidemment besoin d'Europe, pour des tas de raisons que je n'ai pas le temps de développer, mais nous avons besoin d'une stratégie de transformation de l'Union européenne. Or, c'est ce problème-là, c'est cette question-là qui fait défaut aujourd'hui. Quand on regarde ce qui s'est passé, en 30 secondes, tout ce qui s'est passé au niveau institutionnel, les négociations entre États, dans le cadre du Parlement européen, en fait, ont abouti à des choses extrêmement minimes, voire à rien du tout, ou à des régressions. Donc, ce qui s'est passé dans les tentatives de construction d'un mouvement social européen, notamment à travers les forums sociaux européens, se sont évanouis. Et 3, l'utilisation du levier national pour transformer l'Europe avec l'expérience de la Grèce, c'est elle-même, a elle-même échoué. Donc on a, je termine, un vrai problème, qui est un problème de stratégie de transformation de l'Union européenne, et hélas, pour le moment, personne n'a la solution. On a volontairement démarré ce travail par la question mondiale. Parce que précisément, le fait de penser les problèmes à partir de l'Europe, que ce soit l'Europe éclatée ou que ce soit l'Europe forteresse, est absolument incapable de répondre aux deux grands défis mondiaux, qui ont d'ailleurs été évoqués d'entrée de jeu dans ton introduction, qui est d'un côté le défi écologique, c'est-à-dire le risque de se retrouver de plus en plus sur une terre devenant inhabitable, avec l'ensemble des conséquences écologiques, économiques, sociales, culturelles qui s'en suivent. Et l'autre risque, qui est hélas de plus en plus réel, c'est d'avoir une humanité qui devient de plus en plus inhumaine, qui régresse vers la guerre, vers la barbarie, vers toutes les formes du chacun pour soi, du sauf qui peut, de la panique, etc. C'est dans ce contexte-là, par exemple, que les deux questions que Denis a abordées d'entrée de jeu, qui est d'un côté l'Ukraine et de l'autre côté Gaza, elles doivent être posées. Si on raisonne en termes de géopolitique traditionnelle, de camp, par exemple, camp occidental ou sud global, etc., on va dire là, il y a une contradiction absolument insoluble. Si on raisonne du point de vue qui a été le nôtre dans notre travail, qui est du point de vue de l'humanité elle-même comme sujet politique à constituer, on voit que c'est le même problème et les mêmes adversaires. C'est-à-dire, c'est l'axe Hamas-Netanyahou et c'est l'axe Poutine-Trump. Dans les deux cas de figure, on a un objectif central qui est aussi bien celui des extrêmes droites que des régimes autoritaires, que des formes nouvelles du nationalisme religieux, tel qu'on peut le voir aujourd'hui en Inde avec Modi, et à chaque fois, c'est la mise en cause des droits humains, et au sein des droits humains, en particulier du droit des femmes. Donc quand on se pose la question de la défense, c'est qu'est-ce qu'on défend, comment on le défend, et contre quels adversaires, et c'est par rapport à ça qu'il faut situer, la question mondiale, et jouer, par exemple, paradoxalement, des deux menaces, la menace écologique et la menace sur les risques de régression de l'humanité vers la barbarie, paradoxalement, d'utiliser le défi écologique comme moyen de lutter contre l'autre régression. Parce que ce qu'on voit constamment, c'est que confronté
à des catastrophes naturelles, par exemple, la réaction principale, pas exclusive, mais la réaction principale est de nature solidaire. Alors que lorsqu'on est confronté à des logiques de guerre, la réaction principale, c'est au contraire une aggravation de l'affrontement vers la guerre internationale ou vers la guerre civile. On voit bien qu'aujourd'hui, les deux risques sont en train de se cumuler et que la question des réfugiés climatiques est un bon exemple de cumul de ces deux risques et qui va vers l'aggravation de la guerre. Mais si on est capable de jouer sur le risque écologique pour activer d'autant plus des réponses solidaires, à ce moment-là, on a un moyen d'aller traiter l'autre risque, qui est le risque de régression barbare. J'en dis pas plus pour rester dans les temps, mais c'est dans ce contexte-là que la réponse européenne, évidemment, elle ne peut pas être d'aggraver le problème en étant soit côté Europe forteresse, avec aggravation des inégalités, du néo-capitalisme, etc., soit Europe éclatée avec la montée des populismes et de l'extrême droite, mais seule une Europe qui pense la question mondiale dans les termes dans lesquels Édouard Glissant avait posé le problème, c'est-à-dire celui d'une mondialité positive et solidaire qui est alternative à ce qu'on appelle la mondialisation, qui est en réalité une simple globalisation financière. C'est dans ces termes-là qu'il faut poser la question européenne. Et à ce moment-là, paradoxalement, le fait que l'Europe soit dans une logique de déclin du point de vue de la géopolitique classique, parce que, évidemment, sa puissance dominatrice, elle est derrière elle, qu'elle soit impériale ou qu'elle soit coloniale, est au contraire un facteur utile comme contribution dans une perspective mondiale. Et notamment sur les deux risques majeurs qu'on a en face de nous, qui est dans ce que William Reich appelait le phénomène de peste émotionnelle, la fusion de plus en plus nette entre deux formes régressives des émotions collectives, la forme nationale qui se transforme de plus en plus en forme chauvine, et la forme religieuse qui se transforme de plus en plus en forme intégriste. Et les deux, ça donne le nationalisme religieux. Que ce soit le nationalisme religieux de Netanyahou, le nationalisme religieux de la République islamique des Mollahs ou celle voulue par le Hamas, ou le nationalisme religieux de Trump et des évangélistes comme de Bolsonaro au Brésil, ou le nationalisme religieux que Modi essaye d'implanter en Inde. Et de ce point de vue-là, une Europe qui, dans son histoire, a été amenée, et le plus durement, oui, tu as raison, à travailler une alternative à cette double régression, la régression chauvine et la régression identitaire, et c'est là que les questions telles que la laïcité, par exemple, sont importantes, est évidemment nécessaire. Et du même coup, la question du rôle particulier de la France, qui elle aussi est particulièrement marquée par le déclin, en particulier en France-Afrique, mais pas seulement, de son ancienne puissance, et du même coup du rôle qu'elle a à jouer, et de sa capacité à se penser elle-même en tant que puissance créatrice et non pas puissance dominatrice, et à penser ce rôle sur la question de l'alternative au nationalisme, la question de l'alternative aux identités, aux régressions religieuses à travers la laïcité, évidemment, mais ça d'autres l'ont évoqué, la question sociale de l'alternative au brutalisme du néo-capitalisme, ça, ce sont pour le coup des perspectives qui peuvent être, à mon avis, tout à fait passionnantes pour l'avenir. Voilà. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites, beaucoup de choses sur lesquelles je suis d'accord. Bon, le paradoxe, c'est qu'on est, je pense ici, à peu près tous d'accord, même si on a pu avoir des débats à certains moments sur certains aspects, sur la critique de l'ordolibéralisme, la construction économique interne, la concurrence, le livraison faussée, le libre-échange, etc., etc. Le paradoxe, c'est que nos critiques convergentes ont abouti au résultat que vous connaissez, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui avons profité de ces critiques, c'est l'extrême droite,
C'est elle qui a réussi à capitaliser sur tous ces échecs et toutes ces difficultés. Et le problème que pose l'extrême droite aujourd'hui, c'est plus le même qu'il y a 4 ou 5 ans. Je pense qu'il faut vraiment en avoir bien conscience, parce que c'est une question centrale, je crois, dans ce qui se prépare. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a pu penser en France et ailleurs que la montée de l'extrême droite aboutirait à l'éclatement de l'Europe, à la remise en cause de la construction européenne. C'est plus de ça dont il s'agit aujourd'hui. Le problème, c'est que l'extrême droite est capable de prendre l'Europe et de la transformer et de la mettre au service de ses politiques. Donc là-dessus, on a vraiment changé d'époque et changé de risque par rapport à ce que représente la montée de l'extrême droite. Tout à l'heure, Marie-Claude disait tous les sujets se valent, le sujet environnemental, etc. Je crois que malheureusement, c'est pas vrai. Aujourd'hui, ce qui est dominant, et je pense d'autres l'ont dit avant moi, c'est malgré tout la dimension géopolitique qui écrase tout et qui malheureusement nous écrase aussi. C'est-à-dire que oui, il y a un danger vital pour l'Europe qui est posé par Vladimir Poutine et ses amis iraniens, chinois, nord-coréens. Ils représentent à peu près tous ceux contre quoi on s'est toujours battu en termes de politique qu'ils veulent mener, sur les questions de démocratie bien sûr, sur les questions de droits des femmes, etc. etc. Ils posent aujourd'hui une question existentielle à l'Europe. Est-ce qu'on est prêt à faire ce qu'il faut pour arrêter Poutine ? Je crois qu'une partie significative de la gauche n'est pas prête aujourd'hui. C'est un des problèmes stratégiques majeurs qu'on a. Je pense qu'on peut s'en sortir, on peut offrir une opportunité à nos concitoyens que si on est prêt à assumer la guerre face à Poutine. Et ceux qui ne sont pas prêts, je pense qu'ils sont prêts à couler l'Europe et à couler la gauche. Donc là-dessus, on a un problème évidemment qui est important aujourd'hui. Et on a l'autre problème qui a déjà été évoqué, c'est la question de Gaza, Israël-Palestine, où là on a un problème un petit peu inverse, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas prêts à forcer la main à Netanyahou, à obliger à la construction de 2 États, à mettre la pression sur Israël, c'est pas vrai qu'on n'a aucun moyen d'agir, c'est pas vrai que seuls les Américains peuvent faire quelque chose. On est les principaux fournisseurs d'aide aux Palestiniens et à la Palestine, mais on est aussi les principaux partenaires commerciaux d'investissement, etc. d'Israël. On a l'accord d'association avec Israël qui est le plus large. Les Allemands sont le 2e fournisseur d'armes d'Israël. Si on veut agir, on peut. Le problème, c'est qu'on n'a pas voulu jusque-là. Et c'est une question qui est sur le plan géostratégique et géopolitique de la même importance que celle que j'évoquais tout à l'heure sur la Russie. C'est pas forcément les mêmes qui veulent pas. C'est même pas les mêmes qui veulent pas. C'est pas les mêmes au sein de la gauche qui sont divisés là-dessus. Mais si on n'est pas capable de mettre la pression sur Israël, sur Netanyahou, et fortement, on va se retrouver effectivement dans une situation où ce sera le reste contre l'Ouest, c'est-à-dire une alliance des pays du Sud avec Poutine pour nous écraser, nous entourer et nous faire éclater, faire mourir l'Europe. Donc si on n'est pas capable de résoudre ces deux conflits, enfin résoudre, d'affronter ces 2 conflits à la fois et d'unifier la gauche à la fois pour faire pression sur Israël beaucoup plus fortement qu'aujourd'hui et pour mener la guerre face à Poutine, l'Europe sera dans une situation très difficile dans les années qui viennent. C'est une bagarre sur ces 2 plans face à l'extrême droite. Soit la gauche est unie pour battre Poutine et obliger Netanyahou à mettre 2 États, soit c'est l'extrême droite qui gagnera et qui fera une Europe au service de Poutine d'une part et forteresse contre les pays du Sud d'autre part.